Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire RH autour d'un sujet qui nous concerne tous, c'est celui de la confiance. Alors bien sûr, nous nous sommes intéressés à ce sujet par rapport au contexte et à la crise sanitaire, mais au final, c'est un sujet qui mérite d'être traité, d'être évoqué, quel que soit le contexte. Donc, je vous rappelle que nos webinaires RH que nous organisons donc, se trouvent toujours à la croisée de thématiques touchant à la fois à la performance collective, organisationnelle et le développement personnel. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est celui de la confiance et donc comment créer ou recréer les conditions de la confiance dans un contexte incertain. Donc, je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires RH au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie, qui est aussi chargée d'affaires RH dans le Cantal au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, 2 mots sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est une association de développement économique qui a pour but donc d'aider les PME, les PMI à se développer, quels que soient leurs projets, que ce soit des projets d'investissement, d'innovation, des projets européens, des projets d'invest et aussi d'emploi-formation. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc voilà, donc Aurélie s'occupera de toute la partie questions chat, donc n'hésitez pas à intervenir, on vous précisera les modalités. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Suzanne Stock. Rebonjour Suzanne. Bonjour. Donc Suzanne est fondatrice du cabinet Amneo. Elle est donc dirigeante de ce cabinet. Elle a la particularité donc à la fois d'être coach et certifiée en neurosciences, ce qui élargit très fortement sa vision des choses et ce qui l'enrichit. Donc, elle dirige aussi une équipe de consultants, d'une dizaine de consultants. Et son leitmotiv, c'est vraiment une approche plurielle, combinant à la fois RH, coaching et formation pour justement relever les nouveaux défis des entreprises. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui, Suzanne, avec nous. C'est partagé. Donc, juste quelques rapides principes de fonctionnement. Donc, vos micros sont automatiquement coupés, mais comme je le disais, vous avez la possibilité d'intervenir dans la partie chat questions et Aurélie se fera votre porte-parole. Nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin de chaque partie et si jamais il y a trop de questions restées sans réponse, nous les traiterons dans un FAQ. Vous recevrez bien sûr la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui et il y aura un replay de ce webinaire qui sera accessible sur demande. À la fin du webinaire, vous recevrez également une enquête de satisfaction. C'est très important pour nous pour pouvoir justement nous améliorer et voir un petit peu quels sont vos sujets de préoccupation pour pouvoir donc s'adapter. Mais avant de démarrer, on avait envie de savoir comment vous vous sentiez aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de mettre un mot-clé dans la partie question chat. On vous a mis quelques ressentis, donc au travers d'une roue des ressentis, mais voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous ressentez les choses? Sentez-vous libre de mettre le mot-clé qui vous définit, qui définit le mieux votre ressenti? Et Aurélie se fera un plaisir d'être votre porte-parole. Suzanne, si tu veux commenter un peu cette roue des ressentis. Oui, je veux bien dire un mot. En fait, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre des mots sur mon état émotionnel du moment et sur ses ressentis. Donc, c'était à la fois pour vous stimuler, vous donner peut-être un peu de vocabulaire. Et moi, je vois bien avec les interlocuteurs qui sont les miens, que ce soit les dirigeants, des managers, des RH, la difficulté qu'il y a d'être précis dans ce que je vis. On n'a pas l'habitude de se connecter comme ça à ses ressentis. Et du coup, vous pouvez librement dire ce que vous avez envie de dire, mais aussi c'était pour suggérer en fait peut-être un peu de vocabulaire autour de cette question-là. Je suis très curieuse de savoir finalement
le groupe qui nous écoute aujourd'hui, de savoir comment vous êtes venu ce matin et comment vous vous sentez vraiment. On Alors, verra. Suzanne, Oui. premier retour. Donc, alors, fatiguée, détendue, contente, calme, motivée, morose, serein. C'est au niveau, je suis enthousiaste au niveau perso, mais frustrée par l'ambiance actuelle. Mon ressenti, c'est plutôt sereine. De mon côté, détendue, détendue. Allez-y, vous pouvez vous exprimer. C'est sûr qu'il y a à la fois le contexte, le ressenti du jour et la situation, l'environnement. Morose, tonne, je suis détendue. On a un peu des deux. Morose, ennuyée, fatiguée nerveusement, tranquille, serein et active. Donc, vous voyez les écarts en fait qu'il y a, hein, c'est assez, c'est tout à fait significatif de ce qu'on peut vivre hein, dans les entreprises et dans les équipes. Et c'est aussi ce qui s'est passé sur la première phase de confinement où certains l'ont très très bien vécu, d'autres ça a été une expérience particulièrement difficile. Et on voit bien l'écart qu'il y a de perception de la situation et du coup l'impact que ça a sur les ressentis que j'ai. Globalement, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont inquiets, fatigués parce que au fond, avec la différence, au moment de la première vague, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand mouvement de tolérance, de solidarité. Et en fait, on a tous fait au mieux et tout le monde était vraiment très tolérant par rapport à ça. Voilà, on a fait au mieux dans le contexte qui était totalement inédit. Et on s'est tous mis dans une grande énergie en fait pour faire au mieux dans cette situation. Et ensuite, premier déconfinement et puis cette deuxième vague qui est arrivée qui en fait n'a pas eu le même impact au niveau de l'état d'esprit des uns et des autres parce que sur cette deuxième vague, au fond, je fais le parallèle en fait avec le chargeur de mon téléphone. Mon chargeur de ma batterie de téléphone était déjà consommée en fait. Hein. Il y avait, je me retrouvais avec un niveau de batterie plutôt bas et cette deuxième vague et ce deuxième semi-confinement a fait en sorte que du coup, aujourd'hui, mon niveau d'énergie est quand même assez altéré en fonction des différentes personnes, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a tous pensé sur la première vague qu'on était dans un sprint et qu'il fallait du coup donner un maximum et réagir et s'en sortir. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on est plutôt dans un marathon, une course de fond. Et c'est pas du tout la même façon de gérer son énergie dans ces moments-là. Et on est vraiment dans un marathon, puisque par définition, on ne sait pas encore combien de temps tout ça va durer. Et on ne sait pas d'ailleurs si ça va vraiment s'arrêter ou si on va vivre avec. Donc tout ça crée les écarts de ressenti que vous avez pu nommer. On a à la fois effectivement du très fatigué, parfois découragé, triste, inquiet, voire angoissé vraiment. Et puis il y a des personnes qui dans ce contexte gardent leur calme, sont sereins et plutôt stimulés. Donc vous voyez qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Merci pour déjà ces premiers retours, c'est très intéressant. Alors, Suzanne, c'est à toi aujourd'hui, donc. Oui. Alors, ce qu'on a voulu, en fait, quand on a choisi ce sujet avec Farida, on s'est dit que c'était un sujet de la plus haute importance en ce moment. Et ce que je voudrais, c'est d'explorer avec vous ce que recouvre cette notion de confiance, en fait. Et les conditions qu'il s'agit de créer ou de recréer pour entretenir cette confiance. Et tout ça dans un contexte qui est très particulier, puisque le niveau d'incertitude n'a jamais été aussi élevé. Donc, on lit effectivement dans la presse, dans de nombreuses communications, on parle beaucoup du fait qu'on rentre dans une nouvelle ère, dans l'ère de l'incertitude à long terme. Et en fait, j'ai envie de questionner cette affirmation sur effectivement l'incertitude. Quel est le contexte actuel? Que savons-nous aujourd'hui finalement de l'environnement dans lequel nous sommes? Alors, je vais juste inviter Farida à passer la diapo suivante. Voilà.
Que savons-nous aujourd'hui? Bien, à l'heure actuelle, au fond, nous savons pratiquement rien. On ne sait pas quand est-ce qu'on va retrouver totalement notre liberté de mouvement. On ne sait pas si ce vaccin va fonctionner ou pas. On ne sait pas quelle est l'ampleur de la crise sanitaire, bien sûr, mais surtout économique et financière française, mondiale. On ne sait pas tout ça. On ne sait pas quand tout ça va s'arrêter. On ne sait pas si ça va s'arrêter. Mais au fond, est-ce que c'est nouveau, le fait de ne pas savoir? J'ai envie vraiment de porter à votre réflexion cet élément. On voudrait peut-être nous faire croire que l'essentiel de ce qui compose notre vie personnelle et professionnelle est certain et que, au travers de notre histoire, de notre vie, on traverse de temps à autre des îlots d'incertitude. Mais au fond, si on fait un pas de côté, et c'est l'idée qu'a développé le philosophe Charles Pépin, l'essentiel de notre vie, en fait, est plutôt incertaine. En fait, à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas si notre entreprise va survivre à cette crise, si mon emploi sera maintenu, si je ne vais pas attraper le Covid demain, si cette pandémie va terminer. Enfin, vous voyez, notre vie est composée finalement d'éléments d'incertitude. Et le postulat que j'ai envie de poser, c'est qu'en fait, notre biotope naturel, c'est l'incertitude. Mais on ne nous a jamais appris à vivre et à agir dans un contexte d'incertitude. Et cette incertitude, elle génère en fait aussi des états émotionnels qui sont importants, et notamment, on verra tout à l'heure, de l'anxiété et de la peur. Donc autour de ça, j'ai envie du coup de vous dire, pour apprivoiser l'incertitude, eh bien, le sujet de la confiance est vraiment central. Et on vous a questionné autour de ça. On vous a demandé effectivement quelle était votre définition de la confiance. Est-ce que tu veux bien, Farida, nous dire ce qui est ressorti? Oui, au moment de l'inscription, donc, vous avez demandé quelle était pour vous la définition de la confiance. Et merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu. Bon, il ressort que c'est un sentiment. Le mot sérénité ressort beaucoup, beaucoup. Il y a aussi la notion de faire confiance, la confiance en soi et la confiance par rapport aux autres, par rapport aussi à un environnement, une équipe. Donc, la confiance permettrait aussi de développer les potentiels et les performances. Donc, on est toujours dans un rapport à soi, un rapport aux autres, un rapport aussi au niveau des différentes relations qui permettraient de pouvoir agir, avancer, qui permettrait tout un tas de choses, en fait, des potentiels, des possibilités. Donc, une capacité aussi à être à l'écoute. La confiance, c'est aussi, donc je cite quelques verbatims, c'est l'assurance de ne pas être, d'être serein, de pouvoir faire confiance et conserver ses capacités d'analyse, être serein, se fier à quelqu'un, pouvoir compter sur lui, l'absence de doute vis-à-vis d'une personne. La confiance est avant tout une question de fiabilité. Je cite quelques exemples encore. Quelqu'un qui nous dit garder des collaborateurs engagés par rapport à la confiance. La confiance est à la fois la traduction d'un état émotionnel et d'action issu de décisions. Pouvoir fermer les yeux en toute quiétude en présence de l'autre. On parle aussi de lâcher prise, de bienveillance, pouvoir déléguer, confier des missions sereinement. Voilà, donc les mots-clés, les différentes expressions qui ressortent suite à vos retours par rapport au webinaire et par rapport à ce thème de la confiance. Alors, Suzanne, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que la confiance? Est-ce que tu pourrais nous livrer un peu les différents principes, une définition peut-être de la confiance? Absolument. Alors, tout ce que vous avez dit est juste, hein, c'est exactement ça. Et l'ensemble des mots qu'a traduit Farida dans vos contributions, c'est exactement les contours de la confiance. Et en même temps, la confiance, j'ai envie de dire, c'est une expérience, en fait. Et c'est une des expériences primaires et fondamentales de l'être humain. Et avec la peur, c'est sans doute un des premiers sentiments éprouvés dès la naissance. Le nouveau-né humain
quand il arrive au monde, il est infiniment fragile en fait. Il est dépendant et, l'être humain est le plus fragile, le plus dépendant des mammifères en fait. Et cette fragilité, elle nécessite finalement que je fasse dès mon arrivée sur Terre finalement un pari, le pari de la confiance, le pari de la confiance en l'autre, de celui qui prend soin de moi. Et en même temps, vous voyez que la peur qui est présente, la peur de sa propre survie. Donc ces deux éléments-là sont on va dire, le revers d'une même pièce en fait. Donc, si tu veux bien effectivement poursuivre, on a ensuite, oui, voilà, prévu un petit sondage pour voir en fait aujourd'hui votre niveau de confiance en l'avenir, il se situe à quel endroit? Donc, on va lancer le sondage. Aurélie, tu peux lancer le sondage, s'il te plaît? On va lancer le sondage. La question, vous allez la voir. Donc, quel est votre niveau de confiance au moment présent? Vous avez cinq thèmes qui sont cités. J'ai très peur pour l'avenir, j'ai peur pour l'avenir, je suis relativement confiant en l'avenir, ou je suis confiant, ou je suis très confiant en l'avenir. Donc, on vous laisse répondre et je publierai d'une fois que j'aurai la participation obtenue. Alors encore, je suis très curieuse de voir où se positionne le curseur là de notre groupe. Est-ce qu'on a les retours, Aurélie? Oui, ça arrive, ça arrive. Je laisse encore un tout petit instant si tout le monde n'a pas répondu. Allez-y. Hop. Donc, je partage, Suzanne. Ok. Oui, alors on a la majorité, 58%, je suis relativement confiant en l'avenir. Et puis, on a très peu, on a personne qui a très peur et on a 3% qui sont très confiants. Et puis, on a des médians, en fait, effectivement, j'ai peur pour l'avenir, 23%, et je suis confiant, 16%. En fait, je ne suis pas étonnée, c'est un peu une courbe de Gauss, en fait. On va peut-être passer la diapo suivante, mais je ne suis pas étonnée de ces résultats parce qu'en réalité, il y a dans cette question de confiance les très confiants, les pas confiants, et puis il y a ce qu'on appelle un peu parfois avec un terme qui n'est pas très élégant, mais le ventre mou. Les 58% qui sont un peu entre les deux et qui en fait présentent un enjeu majeur pour un manager. C'est-à-dire que en fonction de comment moi je me positionne avec mon équipe, je vais pouvoir les amener vers la confiance ou je vais les tirer vers l'inquiétude et la peur. Vous voyez le rôle fondamental que j'ai quand je pilote des équipes, quand je suis RH, quand je suis manager ou dirigeant, de pouvoir déjà travailler sur mon propre niveau de confiance, mon propre regard. Et on voit bien qu'à cet endroit-là, plus j'ai confiance en fait en moi, dans mon équipe, en disant, sans être dans une forme de naïveté ou de déni de la réalité, effectivement la situation est telle qu'elle est, mais j'ai confiance dans notre capacité, dans votre capacité et dans la capacité qu'on a ensemble en fait de traverser cette crise. Soit je suis là et j'ai une jauge de confiance qui est assez élevée et qui du coup, par effet de contagion, bien sûr, comme toutes les émotions sont contagieuses, vont quand même embarquer les personnes qui m'entourent, ou inversement, si la jauge de mon niveau d'anxiété, d'inquiétude, de peur est élevée, et ben finalement l'énergie est mobilisée à un autre endroit, elle est mobilisée pour se défendre et non pas pour coopérer. Cette peur, en fait, elle va figer au niveau du cerveau, elle se situe dans le limbique et ça empêche en fait le cerveau d'accéder au néocortex qui est le siège de la créativité, de l'ouverture, de la prise de risque, du courage et puis de l'innovation. Donc, si je suis bloquée en fait dans mes inquiétudes et mes peurs, je ne vais plus arriver à trouver des idées, des pistes, des solutions de comment on peut faire
pour avancer dans ce contexte-là. Donc, vous voyez, c'est très lié. Et donc, je vais vous proposer tout de suite après une définition de la confiance. En fait, la confiance, c'est un sentiment. Voilà, c'est un sentiment de sécurité, de sérénité qui favorise l'engagement dans l'action. Et si je n'ai pas ce sentiment de confiance, je vais avoir beaucoup de mal à m'engager, beaucoup de mal à passer à l'action. Et ce sentiment-là, il ne se décrète pas. On ne peut pas dire « et confiance hein, », comme justement dans un dessin animé assez connu. Donc, on ne peut pas dire « et confiance ». Cette confiance, elle se crée, elle s'entretient, elle se consolide, elle peut se dégrader aussi. Donc, elle est protéiforme et la confiance, elle n'est pas absolue. C'est-à-dire, je n'ai pas une confiance absolue en l'autre parce que tout simplement, ça n'existe pas, la confiance absolue. L'autre n'est pas moi et je ne peux pas lui donner, entre guillemets, toutes les clés puisqu'au fond, c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Donc, la confiance, elle a des degrés différents. J'ai plus ou moins confiance à certaines personnes et puis aussi par rapport aux compétences de cette personne. C'est-à-dire, je ne vais pas m'adresser à la même personne pour faire réaliser une mission qu'à une autre personne qui a d'autres compétences ailleurs. Donc, on voit bien qu'elle est multiple, elle est protéiforme et au fond, c'est un pari. C'est un pari sur la loyauté, la fiabilité de l'autre. Je rencontre quelqu'un et mon pari, c'est de me dire que cette personne, je vais peut-être pouvoir lui faire confiance et en fonction de ce qui va advenir dans notre expérience relationnelle à nous deux, eh bien, cette confiance, elle va se construire ou elle va se déconstruire. Tu dirais que c'est une prise de risque, Suzanne, aussi, quelque part? Du coup, c'est un pari et forcément, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque dans chaque interaction. Je prends le risque. Si je confie quelque chose à quelqu'un, si je dis quelque chose à quelqu'un, je prends le risque que cette personne trahisse ma confiance. Oui. Et en même temps, si elle n'est pas trahie, cette confiance, eh bien, je m'aperçois que du coup, ça consolide les liens. Et par exemple, sur un comité de direction, c'est très important, cette question de la confiance et donc de la frontière. C'est-à-dire ce qu'on se dit entre nous ne doit pas sortir de ce périmètre-là. Et je vois bien, moi j'accompagne des fois les comités de direction où cette frontière-là n'est pas respectée et du coup les gens n'ont plus confiance. Et du coup dans cet espace-là, il ne se dit presque plus rien. Parce que du coup, si je ne peux pas poser mes doutes, si je ne peux pas poser mes craintes, mes questions dans cet environnement-là, à quel endroit je les pose? Et donc, je reste coincée avec ça. Donc, on voit bien qu'il y a toujours une prise de risque. C'est jamais garanti. Et à aujourd'hui, en fait, si on passe effectivement à la suite, c'est que ce capital confiance, il a été vraiment chahuté. Et en fait, il dépend aussi du capital confiance qui était présent avant le Covid. C'est-à-dire, avant le Covid, quel était, dans mon entreprise, dans mon environnement, par les actions passées que l'on a posées, quel était le niveau de confiance que l'on avait entre nous, en nous? Est-ce que ce niveau de confiance était déjà assez élevé? Auquel cas, bien sûr que le Covid a un petit peu écorné ça, mais pas tant que ça. Ou est-ce qu'on partait déjà au fond d'une organisation où déjà on n'avait pas grandement confiance entre nous et en l'entreprise et en la direction et aux collaborateurs avec qui je travaille. Et du coup, cette confiance, elle se délite, quoi. Et aujourd'hui, on voit quand même deux catégories d'entreprises. Vraiment, les entreprises où, avant Covid, la confiance était déjà forte. Et là, les gens se sont mobilisés, ils se sont engagés, ils étaient prêts à se soutenir. J'ai même eu un dirigeant qui m'a dit j'ai osé dire à mon comité de direction, les gars, j'en peux plus, je suis cramé. Quand mon patron me dit ça. Et tout le monde a dit écoute, tu peux compter sur nous, on est là. Et ils ont pris le relais parce qu'il y avait quelque chose de fort. Et il y avait d'autres typologies d'entreprises où la confiance, elle était pas vraiment fondamentale. Et du coup, moi, je suis bien chez moi.
en télétravail ou pas, mais pourquoi je me décarcasser pour aller bosser ou pour me surengager ou pour faire tout ce qui est à faire pour peut-être sauver l'entreprise. Bah, au fond, je suis pas tellement engagée. Vous voyez que ce capital confiance, eh bien, on n'est pas tous partis du même niveau. Mais en tout cas, oui. Est-ce que justement cette crise, elle peut pas être aussi l'opportunité de changer ce niveau de confiance pour certaines entreprises? Eh bien, c'est exactement là que j'allais arriver, Farida. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on est à cette croisée-là. On a aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas, j'aime pas le mot, on n'a pas le choix parce qu'on a toujours le choix. Mais en tout cas, on a vraiment à, à investir cette zone-là de la confiance parce qu'elle va être juste essentielle pour qu'on arrive à traverser ensemble ce qu'on a à vivre. Donc, on a plusieurs dimensions, en fait, pour aller un peu plus loin encore dans cette idée-là. La confiance, en fait, elle repose sur deux socles. Un socle, une dimension plutôt rationnelle. On le verra en fin de webinaire sur la partie plus contractuelle, organisationnelle, plus sur comment je crée les conditions de la confiance. Mais on a un deuxième socle qui est la dimension émotionnelle et affective. Et en fait, c'est elle qui est essentielle. C'est pour ça que je démarre aussi mon développement par cette dimension émotionnelle-là, qui se compose, vous allez le voir, en plusieurs catégories. Dans cette dimension émotionnelle, en fait, on a plusieurs mouvements. On a un double mouvement qui est comment moi je me sens en confiance, comment je suis en confiance. C'est de moi à moi. Comment je suis capable de faire confiance à l'autre. C'est de moi à l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a ce mouvement-là, ces deux éléments-là, c'est un mouvement de moi vers les autres. Et puis, comment je suis capable d'inspirer confiance. Et là, quelque part, j'ai beaucoup moins la main parce que c'est le mouvement extérieur de l'autre par rapport à moi. Ça appartient à mon interlocuteur. Donc, moi, je vais travailler sur être en confiance, faire confiance. Et puis, créer les conditions pour inspirer confiance, avoir des actions, des actes, et on le verra tout à l'heure, je vais vous développer tout ce qui est dans cette bulle-là d'inspirer confiance, qu'est-ce que je peux faire pour inspirer confiance vraiment, mais voilà, je peux pas dire il faut me faire confiance. C'est plutôt dans mes actes, dans mes paroles, dans cette exemplarité que je vais avoir que je vais inspirer confiance ou pas. Donc, vous voyez, il y a ces mouvements-là qui sont à la fois de moi vers l'autre et des autres vers moi. Donc, on va regarder chaque élément l'un après l'autre. Donc, être en confiance, finalement, en premier lieu, eh bien, c'est plus une dimension individuelle. Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi, en fait Eh bien, c'est un peu comme une fusée à 3 étages. La confiance en soi, d'abord, elle prend sa source, sa racine, en fait, dans l'estime que j'ai de moi. Et là, au fond, c'est quelque chose que j'ai construit dans mon histoire de vie. L'estime que j'ai de moi, en fait, c'est le regard que je porte sur moi-même. Quand je me regarde, qu'est-ce que je vois? Et c'est une forme aussi un peu de jugement. Hein. Certains voient effectivement que le négatif d'eux-mêmes. Et donc, ils ont déjà une estime de soi qui est relativement faible. Et donc, ça aura un impact sur la confiance qu'ils vont se faire pour agir. Donc, cette question d'estime de soi, elle se construit entre 0 et 7 ans. Elle se construit au travers du regard aimant des personnes qui nous ont accompagnés dans nos premières années de vie. Est-ce qu'il y a eu ce regard inconditionnel sur nous-mêmes et est-ce que ce regard, il est vraiment consolidé? Est-ce que mon niveau d'estime de moi est assez élevé? Quand c'est relativement bien construit, eh bien, je vais pouvoir prendre confiance en moi pour agir. La confiance en soi, elle est plutôt au niveau de l'action. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi pour faire telle et telle chose, mais parfois, moi, j'ai pas confiance en moi, par exemple, pour faire un saut en parachute. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas confiance en moi pour faire autre chose, pour animer un webinaire ou pour mener une mission un peu délicate. Donc, la confiance en soi, elle n'est pas universelle dans tous les domaines. Elle est dans certains domaines, je me fais confiance. Et c'est par l'action, en fait, j'agis et je vois que ça fonctionne. Et donc, ça consolide la confiance que j'ai en moi pour faire telle et telle chose.
Et du coup, une fois que l'estime de moi est consolidée, que la confiance en moi est là, ben, je peux affirmer, il y a un niveau d'affirmation de soi, je peux du coup aller vers les autres et affirmer tout ça. Donc oui, effectivement. Alors comment cette confiance, elle peut se consolider? Eh bien, ça dépend de mon regard en fait. Si je regarde tout ce que je ne peux pas contrôler et que j'essaye d'agir là-dessus, ben, je suis de toute façon mise en difficulté. Donc, quelque part, essayons de lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Et puis, je mets mon énergie, mon attention sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire les relations avec lesquelles j'engage effectivement des missions, ce que je peux apprendre de mes propres erreurs, ce que je dis, ce que je fais, mes choix de vie, mais essayer d'agir sur la maladie, sur l'environnement, sur refuser ce Covid. C'est, voyez, mettre de l'énergie là où de toute façon je vais m'épuiser. Et donc c'est pas facile, hein, attention, je dis pas que c'est facile, mais accepter ce qui est et ce sur quoi je ne peux pas agir. Ça permet aussi de redonner de l'énergie là où je peux avancer. Donc ça, c'était le premier élément sur la confiance en soi. Et puis le deuxième élément, c'est faire confiance. Dans faire confiance, bah, il y a une part d'abandon, il y a du lâcher prise. Quand je délègue quelque chose à quelqu'un, je lui fais confiance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'éléments de reporting, justement, mais ça veut dire que je lui donne ma confiance. Et c'est pas si facile que ça parce que ça veut dire quand même lâcher une part de contrôle. Et aujourd'hui, avec le télétravail, avec la situation que l'on vit, il y a beaucoup de managers qui ont parfois des difficultés. Encore hier, j'ai un client qui m'a appelé, qui me dit, est-ce que tu peux nous préparer quelque chose sur le télémanagement, ce qu'on appelle aussi le management augmenté, c'est-à-dire comment je fais pour manager à distance, sachant qu'en plus, si j'ai une habitude d'être un manager plutôt contrôlant, je perds tous mes repères là. La personne, elle n'est pas là, je ne vois pas ce qu'elle fait. Et si je n'ai pas confiance en elle, certains imaginent même qu'elle ne fait rien à la maison. Alors que les statistiques ont vraiment montré que les gens qui télétravaillent travaillent énormément en fait. Énormément. Et donc, comment je peux faire confiance à l'autre? Alors, c'est intéressant parce que j'avais fait, et c'est l'image suivante, un atelier où en fait on devait se lâcher en arrière et faire confiance à la personne pour qu'elle nous récupère. Je peux vous dire, c'est intéressant parce que faire ça, déjà, ça vient aussi parler de vous. Est-ce que vous êtes capable? Alors, on l'a fait comme l'image le montre, puis on l'a fait aussi sur une table. Et donc, on devait se jeter comme ça en arrière et on avait des personnes qui étaient censées nous récupérer. Eh bien, certains d'entre nous n'ont pas réussi à se lâcher. Parce qu'il y a un vrai lâcher-prise de je fais confiance à l'autre. Et donc, comment ça va se passer, quoi? Donc, à ce stade, on voulait faire aussi un sondage sur la confiance a priori, a posteriori. Donc, on va peut-être lancer le sondage et voir ce que ça dit. On voulait savoir si vous faisiez confiance a priori ou plutôt confiance a posteriori. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça, hein. C'est juste un élément d'éclairage sur comment je fonctionne en fait. Les deux sont tout à fait intéressants. Oui, ça dit aussi notre rapport aux autres. Oui, évidemment, ça dit des choses de moi en fait. Juste le temps qu'on ait les réponses à ce questionnaire, moi je sais que je fonctionne avec une confiance a priori. D'ailleurs, je fais confiance à ceux que je rencontre a priori. Et puis, cette confiance, soit effectivement, je me rends compte qu'elle est placée à bon escient, soit effectivement, je me rends compte que non, je ne peux pas faire confiance et donc je rétropédale. Je fonctionne comme ça. Mais certains fonctionnent effectivement avec une confiance a posteriori. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait OK aussi. C'est-à-dire là, je rencontre quelqu'un et d'abord, j'y vais plus progressivement et je teste en fait. Je vois si effectivement je peux lui faire confiance. Et en fonction de comment ça se passe, cette confiance, elle va se consolider progressivement.
Et donc, je vais avoir cette confiance qui se bâtit a posteriori. C'est la même chose, en fait, mais on ne part pas du même endroit, c'est tout. Ce qui est difficile, c'est que si j'ai un manager qui fait confiance a posteriori, ben, il va falloir que je lui démontre, en fait. Il va falloir qu'en termes de reporting, je sois exemplaire, que je lui envoie des éléments d'information dont il a besoin, sans que je le prenne comme un flicage. Parfois, j'entends ça, le besoin de fliquer, etc. Ça n'est pas forcément un besoin de flicage, c'est un besoin de réassurance. C'est un besoin de vérifier que oui, je peux toujours avoir confiance en toi. Et parfois, on se trompe hein, derrière ces éléments de reporting. On n'y met pas toujours peut-être ces éléments de confiance qui sont pour moi juste essentiels. On a les résultats, Suzanne, Aurélie? Eh oui. Du coup, voilà, j'avais juste une Oui, question. Aurélie. Quelqu'un qui m'a posé la question, mais je pense que tu y as répondu, Suzanne. C'était posteriori, veut dire qu'une fois que l'on connaît les gens, c'était la question que tu posais avant de répondre. Oui. Seulement, là, il faut se dire que quand une personne qui fait confiance a priori rencontre une personne qui fait confiance a posteriori, on voit bien que parfois, on ne se retrouve pas toujours. Hein. C'est-à-dire, si j'ai confiance a priori, je me dis, mais pourquoi il me demande tout ça et pourquoi je dois, à la fin de chaque journée, lui dire ce que j'ai fait aujourd'hui en télétravail, etc. Il pourrait me faire confiance quand même, la personne le prend comme un manque de confiance, alors que l'autre a juste besoin, effectivement, de consolider cette confiance. Vous voyez? Et parfois, ça crée des malentendus hein, dans la relation au travail. Autre petit commentaire, Suzanne, c'est il y a une différence entre les hommes et les femmes dans cette posture de confiance. Une remarque. Ben, je sais pas, je sais pas dire si c'est différent. Moi, je pense en tout cas, c'est souvent issu de son expérience personnelle, de son expérience de vie. C'est-à-dire les gens qui font confiance a posteriori, ils ont aussi eu des raisons dans leur vie de se rendre compte que peut-être c'était mieux de faire comme ça pour eux. Donc, je ne sais pas si c'est genré cette question-là, je n'ai pas la réponse. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions chat. Donc, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, on a vu effectivement ce mouvement de la confiance que je me fais, la confiance que je fais en l'autre. Et maintenant, on va voir en fait dans l'autre sens la confiance que j'inspire. Est-ce que je suis capable d'inspirer confiance? Puisque cette confiance, elle ne se décrète pas. Elle implique que chacun effectivement puisse se faire confiance. Eh bien, comment j'inspire confiance? Et là, je vais vous donner quelques clés. En fait, il y en a 5, hein, elles sont assez nombreuses. C'est les mêmes clés qu'on soit en contexte de forte incertitude ou pas. En fait, les clés sont les mêmes. C'est la présentation suivante. La seule différence, c'est que comme je suis dans un environnement particulièrement incertain et que peut-être mon niveau d'inquiétude et de doute est supérieur à ce que j'ai habituellement, le moindre fait et geste dans certaines de ces catégories, en fait, va impacter la confiance que l'on me fait. En plus, de façon amplifiée ou en moins de façon amplifiée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on vit aujourd'hui sert d'amplificateur, en fait. Mais ne remet pas en question les fondamentaux, en fait, de la confiance. Alors, ces fondamentaux, c'est quoi? Donc, je vais vous les nommer. Donc, il y a la bienveillance. Est-ce que mes intentions par rapport aux personnes qui m'entourent sont nobles? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut compter sur moi? Est-ce que je suis intègre, honnête avec les autres, avec moi-même? Est-ce que je suis capable de créer de la sécurité psychologique autour de moi? C'est-à-dire que les gens peuvent être qui ils sont, dire ce qu'ils vivent. Et est-ce que je suis compétent à mon poste, c'est-à-dire en tant que RH, en tant que manager, en tant que dirigeant? Est-ce que les gens estiment que je suis le bon leader dans ce contexte-là? Est-ce que j'ai les compétences pour conduire des équipes dans ces environnements incertains? C'est intéressant. On retrouve des éléments du départ par rapport à la définition de la confiance.
on retrouve certains éléments qui avaient été cités, donc c'est très intéressant, effectivement. Absolument. Vous voyez que dans vos réponses, vous êtes totalement dans le vrai. Il y a déjà tous ces mots-là, on les a retrouvés. Alors, on va zoomer pour aller un peu plus loin dans chacune de ces rubriques. Alors, la bienveillance, honnêtement, en ce moment, c'est un peu le mot à la mode. Hein. On en parle beaucoup. J'ai presque envie de dire que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Parce que quelque part, la bienveillance, c'est quelque chose de… Alors après, quand elle est sincère, hein, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On n'a pas besoin de dire il faut être bienveillant. Aujourd'hui, parfois, on fait même des stages on l'utilise comme une clé de management, un outil. Enfin, c'est pas un outil, la bienveillance, c'est un état d'esprit. C'est à quoi je veux veiller bien, c'est-à-dire est-ce que l'autre m'importe vraiment? Est-ce que c'est sincère? Et c'est pas… oui. Pardon, j'ai juste une question là. Peut-on inspirer trop confiance et amener l'autre à entendre trop de vous? C'est-à-dire trop de Pardon. soi. Parce que inspirer confiance, ça veut dire que finalement, derrière ça, il y a une forme de leadership, clairement. Parce que quand j'inspire confiance, eh bien, j'ai autour de moi des équipes qui vont me suivre. Si je suis un leader intègre, donc là, c'est l'autre élément, honnête, c'est-à-dire je ne vais pas amener les gens à des endroits qui seraient dangereux pour eux. Si je prends le parallèle avec un guide de haute montagne, le guide, il est évidemment, il doit m'inspirer confiance, mais il doit aussi être capable de dire attention, stop, on s'arrête là. Même si vous me suivez, non, on s'arrête là parce que aller plus loin, ce serait mettre en danger la cordée, ou aller plus loin, ce serait mettre en danger l'un d'entre nous. Donc, je pense que, après, tout dépend. Hein, moi, je pense qu'on ne peut pas trop inspirer confiance dans la mesure où on est très respectueux de prendre soin des personnes qui sont dans l'équipe et de façon intègre. C'est un peu l'idée du maillon faible. Dans une équipe, à un instant T, il y a toujours un maillon faible. Eh bien, le leader de cette équipe, il doit être hyper vigilant parce qu'il doit rester au niveau de ce maillon faible. Sinon, ça lâche. Et moi, j'ai vu certaines situations où les personnes sont surengagées, qui bossent énormément, etc. et qui finalement se mettent en danger. Et à ce moment-là, le leader, le manager ou la RH, elle doit dire stop. Elle doit dire maintenant, tu prends un congé maladie, tu t'arrêtes et tu reviendras dans 15 jours ou tu reviendras quand ça ira mieux, mais maintenant tu t'arrêtes. Et j'ai vu ce type de situation où c'est le manager qui a demandé à la personne de s'arrêter parce que sinon elle allait se brûler. Donc, voilà, je ne crois pas qu'on puisse trop inspirer confiance si véritablement sur les items là qu'on est en train de voir, je suis juste, Alors, intègre. non, Suzanne, c'était plus généralement, ça porte pas forcément les leaders. Voilà, la personne a posé la question, pas forcément sur la position de leader. Donc, sur quelle position alors du coup? C'est pas toujours le cas, malheureusement. J'ai un autre commentaire. Oui. Et Suzanne, j'en ai une autre. Et si le manager nous fait tellement confiance qu'il ne rentre plus en contact avec nous, et cela nous met en peine, que faire? Ah bah oui, c'est-à-dire que ça, c'est une question d'équilibre. Le manager hyper confiant et qui dit ben vas-y et qui n'a lui pas besoin de reporting ou de moments où on se check pour vérifier qu'on est bien en phase, lui, il n'a pas ce besoin-là. Mais si vous avez besoin effectivement que de temps en temps, il y ait un aller-retour avec votre manager pour juste vérifier, valider, re-questionner, enfin, ou juste demander un avis, si vous en avez besoin, il faut le demander. C'est-à-dire que chacun est responsable de ses propres besoins et le manager ne peut pas deviner que ça vous met en inconfort. Pour lui, c'est une preuve de confiance. Mais il ne sait pas peut-être que ça vous met en inconfort. Donc, il faut pouvoir le poser en toute transparence en disant, moi, ce qui serait confortable pour moi,
C'est qu'on ait un point de contact, je ne sais pas, vous dites ce qui vous va, tous les 15 jours ou une fois par semaine, parce que j'ai besoin, moi, d'avoir ce retour, ce feedback. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie, à ce stade? Oui. Leader se met au niveau du maillon faible avec 3 points d'exclamation. Attention, car le collectif est ralenti, ça provoque un système non performant. Alors, oui, le culte de la performance. Oui, performance versus humanité, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a une question d'équilibre, encore une fois. Le maillon faible, je ne parle pas du fait de la personne qui est désengagée, qui ne veut pas faire, qui freine tout le monde. Pour moi, le maillon faible, ce n'est pas cette personne-là. Le maillon faible, ça peut être moi. Parfois, aujourd'hui, les gars, je me sens pas en forme. J'ai appris qu'une personne de ma famille était gravement malade. Je suis très perturbée, j'arrive plus à me concentrer. Et donc, voilà, je voulais vous le dire. Aujourd'hui, je serai le maillon faible. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps… enfin, dans mon idée, le maillon faible, c'est jamais la même personne, en fait. On est un collectif. Et à un moment donné, dans ce collectif, il y a une personne qui est un peu plus fragilisée à l'instant T. Eh bien, qu'est-ce que ce collectif fait pour l'aider, la soutenir et donc continuer d'avancer, mais pas au détriment, je veux dire, avancer et laisser les autres derrière, pour moi, ce n'est pas de la performance. Avancer ensemble, c'est ça la performance. Et la personne, je peux vous dire, hein, parce que je l'ai vécu sur certains séminaires où il y a une personne, il y a un dirigeant qui était très malmené par toute son équipe, on avait l'ensemble des collaborateurs, donc qui était très critiqué. Et à un moment donné, il y a une personne qui a pris la parole du service comptable et qui a dit, bah, écoutez, moi j'ai envie de dire que Christian, c'est quelqu'un pour qui j'ai envie de m'engager, parce que quand j'ai eu des difficultés personnelles, quand j'ai divorcé, quand j'étais vraiment pas bien, il a été soutenant, il a été là, il m'a permis de réaménager mon temps de travail, il m'a permis de traverser ça, et je suis encore là avec vous aujourd'hui. Et cette personne, elle est méga engagée, quoi. Et elle est méga performante. Voilà, donc peut-être que dans mon propos, c'était pas suffisamment clair pour moi. Il ne s'agit pas de tout le temps se niveler par le bas, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Parce que si la personne n'est pas à sa place dans l'équipe, on doit avoir le courage de lui signifier. Mais là, je parle effectivement d'une équipe qui, par moment, peut avoir un membre de son équipe qui est un peu moins bien et qu'il faut faire attention à ce membre-là parce que c'est à cet endroit-là que ça peut casser. Et Suzanne, ça suppose qu'il y ait cet espace d'ouverture, de dialogue. Ah bah, ça suppose cette vraie bienveillance. Regarde à l'écran, bienveillance. Mais pour de vrai, pas juste un acte de management. Hein. C'est de bien veiller à chacun d'entre nous. Et ça, c'est quand même le rôle du manager, du leader, s'il le veut bien. Hein, c'est pas. Après, chacun. Vous voyez, on a fait sur la question de la bienveillance, et on a fait après le premier confinement, on a fait pour certaines entreprises qui le souhaitaient, on a fait des sas de déconfinement. Et dans ces moments-là, en fait, j'ai réuni les équipes avec le dirigeant, enfin toutes les équipes, et elles ont pu dire en fait. Elles ont pu dire ce qu'elles ont vécu. Elles ont pu poser leurs états émotionnels et elles ont pu être accueillies là-dedans. Et puis, ça fait un bien fou. Et du coup, on retrouve de la force parce qu'au fond, quand moi j'ai un coup de mou, qu'est-ce qui me redonne de la force? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas lâcher? Qu'est-ce qui fait que je n'abandonne pas? Encore une fois, je prends le cas, par exemple, si on gravit un sommet tous ensemble, un collectif. Qu'est-ce qui fait que malgré le froid, malgré la fatigue, malgré la difficulté, malgré peut-être la peur, parce qu'il y a des crevasses, il y a le brouillard qui se lève, qu'est-ce qui fait que je continue? Eh bien, c'est le soutien de mes pairs, en fait. Et c'est ma confiance dans le leader. Justement, Suzanne, comment on peut développer la confiance collective? Et justement, là, on a toutes les clés. Je vous les livre, en fait. On va les développer, mais quand je dis bienveillance, c'est est-ce que effectivement, je sais comment les gens dans mon équipe vont vraiment?
J'avais un manager il y a un grand nombre d'années de ça, mais ça m'a tellement marqué. Lui, il me disait comment ça va, et avant même que j'ai pu répondre, il était déjà parti. En fait, il n'en avait rien à faire de savoir comment j'allais en réalité. Hein, et un jour, il m'a même dit combien ça va. Vous voyez, pour dire qu'il était dans la performance, le garçon. Moi, j'avais aucune confiance dans ce directeur régional-là, aucune. Donc, en fait, c'est vraiment là, c'est de la sincérité. Comment ils vont vraiment? Et ne pas être aussi dans une forme de méthode Coué. Oui, dans chaque crise, il y a des opportunités. C'est vrai. Mais enfin, quelqu'un qui est au fond du trou, vous n'allez pas lui dire il faut que tu regardes les opportunités. Non. Enfin, dans un premier temps, il s'agit déjà de l'écouter, de l'accueillir, de ne pas le juger. Et c'est ça qui va l'aider à dépasser. Parce qu'il y a un coup psychologique à toujours avoir l'air d'aller bien. Hein. Quand je vais pas bien et que je souris de façon forcée parce que bah il faut que ça aille bien, ah, vous êtes manager, bah il faut que vous soyez tout le temps en forme. Ben oui, mais moi le soir, si je dois sourire alors que j'ai pas envie, je suis épuisée, hein, je suis rincée. Alors ça c'était un premier item, on pourrait en parler pendant 3 jours de la bienveillance, mais c'est un socle. Il y a d'autres socles. L'intégrité. Franchement, est-ce que vous êtes honnête, intègre? Est-ce que vous êtes juste dans vos décisions? Et là, est-ce que vous dites la vérité? Et en ce moment, c'est très, très… là, ça vient vraiment percuter là-dessus. Hein. Les dirigeants, ils se questionnent. Est-ce que je dois dire que j'ai plus que 6 mois de trésorerie devant moi? Est-ce que je dois le dire? Parce que moi, je suis totalement inquiet de ça, mais est-ce que je dois le partager? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je ne partage pas? Tout n'est pas bon à dire, mais il y a quand même une intégrité, une vérité qui doit être posée. Donc, être juste, être honnête, intègre, et puis reconnaître ses erreurs, quelque part. C'est de dire, bah oui, voyez, quand j'ai mis en place le télétravail et que j'ai imposé telle et telle chose, je me suis trompée. Je ne me suis pas rendu compte de la difficulté qu'il y avait pour certains de travailler au milieu de leur salon avec un gamin qui tire sur la manche de sa maman pour dire bah alors qu'est-ce qu'on fait, et avec mon conjoint à 2 mètres que j'entends parler et dans une forme de fatigue extrême, quoi. C'est ça aussi. C'est-à-dire, est-ce que je peux reconnaître que… Oui, Farida? Le fait de reconnaître ses erreurs, je disais par rapport à ce que tu disais auparavant, ça renforce aussi le collectif et la confiance collective. La question était posée. Dire, bah, Carrément. finalement, c'est comme nous. Enfin, Oui. C'est-à-dire que plus je suis capable de reconnaître mes erreurs, à juste titre, hein, pas… plus la confiance est consolidée. Ça paraît paradoxal, hein, c'est pas forcément, ça peut être même contre-intuitif, parce que il faut que j'ai l'air fort, il faut que je doute de rien, que si que ça, mais c'est faux, parce qu'en fait, les gens sont beaucoup plus rassurés d'avoir un manager, un leader qui est capable de dire qu'il s'est trompé, voire même de s'excuser de ça, hein, et la confiance, elle se consolide vraiment. Donc, est-ce que effectivement, je suis capable de reconnaître mes erreurs et est-ce que je suis exemplaire là-dedans? Donc, vous voyez, cette intégrité, cette honnêteté, eh bien, elle est percutée hein, par ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas toujours facile. Hein. Après, on a un autre item autour de la fiabilité. Est-ce qu'on sait à quoi on s'attend avec vous? Il y a quand même rien de pire pour la confiance que quelqu'un qui est, entre guillemets, comme ça, en dents de scie. C'est-à-dire, un jour, il va super bien, le lendemain, il est au fond du trou, un jour, il est en super forme, il est dithyrambique sur votre travail, le lendemain, il vous casse. Enfin, à un moment donné, c'est la fiabilité, c'est-à-dire une forme de constance dans sa manière d'être qui ne crée pas comme ça cette insécurité. Parce que dans certaines boîtes, j'entends voilà, aujourd'hui, il ne faut pas lui parler, c'est pas le bon jour. Ouais, d'accord. Mais bon, donc ça veut dire qu'au fond, il n'est pas très fiable, quoi. Et puis dans la fiabilité, il y a aussi est-ce que la personne, quand elle s'engage, est-ce qu'elle tient ses promesses? Est-ce qu'elle est cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait? Tout ça vient renforcer la confiance. Suzanne, qu'est-ce qu'on peut faire quand un manager qui reconnaît son erreur, mais qui sanctionne le salarié?
Mais qui quoi? Sanctionne? Sanctionne le salarié. Ah bah, si c'est une erreur du manager, c'est pas juste. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, moi, ce que je lui recommanderais de faire, c'est d'aller questionner le manager. Non pas de l'attaquer en lui disant c'est pas, mais lui dire, bah, écoute, je comprends pas. Je comprends pas cette sanction. Pour moi, je la trouve pas juste. Et Oui, j'aimerais. en dialogue, en fait. Pardon? Entamer un dialogue. Eh oui. Oui, parce que si je ne dis rien, évidemment, la confiance se dégrade, on l'a vu, hein. Et si je ne fais rien, je vais avoir un passif avec cette personne. Un passif, un deuxième passif, un troisième passif, on le voit, hein. Du coup, la confiance, eh ben, elle ne fait que se dégrader. Donc, bien sûr que ça demande un peu de courage, mais si j'y vais dans une intention de dialogue et non pas d'agressivité mais plus de dire moi j'ai besoin de sens là, j'ai besoin de comprendre ce qui fait que je suis sanctionnée pour une erreur que je n'ai pas faite. On a un autre prédicteur de confiance, c'est la compétence. Alors ça paraît étonnant, mais oui, la compétence, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un manager, un RH, un leader qui obtient des résultats, des succès. Est-ce que vous êtes compétent dans votre fonction de management, de RH ou de leader? Est-ce que vous êtes compétent en gestion de crise? Est-ce que là, quand il y a eu le premier confinement, les gens, ils ont regardé comment vous faisiez? Est-ce qu'il n'y avait plus ni son ni d'image? Ce qui a été le cas pour certains. Il n'y avait plus personne. Ah bah tiens. Ou au contraire, vous vous êtes emparé de la situation, vous avez pris des décisions, vous avez créé des espaces de respiration et d'échange, vous avez pris les bonnes décisions. Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes compétent? Alors, on ne peut pas être compétent en tout, mais s'il y a des choses, par exemple, que vous avez besoin de travailler, ben, on peut se développer. Est-ce que j'ai les rudiments de la gestion de crise? Sachant que ben, on en a connu une, on en a connu deux, on va probablement en connaître d'autres, donc ça peut être intéressant. Est-ce que je sais prendre des décisions alors que je n'ai pas tous les éléments? Ça, c'est une compétence aussi. Et il ne s'agit pas de choisir, il s'agit de décider, hein. C'est deux choses très différentes. Choisir, c'est les éléments, les paramètres sont connus, je fais option A, option B, avantage, inconvénient, je fais un choix. Mais là, on n'est pas dans des choix ici en environnement incertain, on est dans des prises de décision et avec la capacité de se dire que je fais des hypothèses, je décide et je n'ai pas tous les éléments. Parce que certains me disent oui, mais comme je ne sais pas ce qui va se passer à cet endroit-là, je n'ai pas tous les éléments d'information, donc je ne peux pas rassurer mes équipes. En fait, ils cherchent une réassurance extérieure par le fait d'avoir toutes les infos. Mais c'est une quête qui est vaine. On n'a jamais toutes les infos. Jamais. Enfin, c'est un leurre de croire qu'on va pouvoir prendre des décisions avec la totalité des informations. Ou alors, c'est un choix, ce qui est différent encore une fois. Mais la prise de décision, elle se fait forcément avec des paramètres d'inconnus, avec des variables, je ne sais pas, et avec des hypothèses. Et donc, elle se fait justement, elle se fait dans le néocortex, à l'endroit où je suis aussi capable d'entendre mes intuitions, d'entendre que c'est plutôt là que je vais décider d'aller, et d'être aussi capable de reconnaître et de peut-être de réajuster effectivement la vision ou l'ambition qui est la mienne en fonction des événements qui eux, n'attendent pas effectivement que je sois prêt, hein. Ils arrivent comme ils arrivent. On revient sur la notion aussi de lâcher prise et de contrôle. Oui, lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Et puis, lâcher prise sur cette envie qu'on aurait tous, hein, d'avoir tous les éléments d'information. Il faudrait, au fond, pour être sûr, il faudrait que je sache tout. Ben, c'est impossible, hein. Notre biotope, c'est l'incertitude. Par définition, en fait, il y a beaucoup plus d'îlots. Il y a plus, en fait, on baigne dans l'incertitude et de temps en temps, il y a des petits îlots de certitude. Voilà. Mais c'est plutôt ça que l'inverse, en fait. On voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui, c'est totalement nouveau et qu'on est dans… Le niveau de l'incertitude est très élevé, c'est vrai.
Mais par contre, qu'on baigne dans l'incertitude, ça a toujours été. Après, l'expérience et les compétences et les formations et la gestion des compétences peuvent nous armer, entre C'est guillemets. ça. Et ben c'est cet item de compétence là qu'on est en train de voir, bien sûr. Et j'ai probablement besoin peut-être de me renforcer là-dessus pour prendre confiance, encore une fois, parce que c'est à moi, quand je prends une décision, si je prends une décision et puis que je suis... alors je peux dire que j'ai posé des hypothèses en toute transparence, en étant intègre avec les gens, en disant j'ai pris telle décision avec telle hypothèse. Et puis de pouvoir aussi donner du sens aux décisions que je prends. Parce qu'elles ne sont pas toujours acceptées. Par exemple, quand il a fallu décider de qui était en télétravail et qui devait venir en entreprise prendre des risques, ah ben là, il a fallu décider. Et on ne savait pas, il y a plein d'inconnus. Et certains n'ont pas accepté, ils n'ont pas compris. Donc, la prise de décision, elle nécessite aussi de la pédagogie avec le fait de donner du sens autour des décisions que l'on prend. La suite, en fait, sur un des derniers piliers, c'est la sécurité psychologique que je peux installer. Alors, c'est assez étonnant, mais plus je suis en fait sécure dans mon environnement de travail, plus j'ai la possibilité de m'exprimer librement, mais vraiment, de donner mon avis, sans crainte d'être jugée, sans crainte d'avoir un retour négatif, plus je vais pouvoir déployer mon potentiel. En fait, je en discutais avec un dirigeant l'autre jour qui me dit « Oui, alors ici, j'aimerais bien travailler le droit à l'erreur. » Sauf que quand on fait une erreur, c'est un dirigeant, il vous tombe dessus. Comment voulez-vous que finalement l'erreur ne soit pas plutôt mise sous le tapis, cachée, et donc avec des impacts encore plus importants demain sur les conséquences que ça peut avoir? C'est-à-dire qu'être en sécurité et accepter finalement que mon collaborateur ou mon collègue me challenge en disant « Écoute, j'ai un autre avis, moi, sur le sujet. Je vois les choses autrement. » Ou qu'il me dise « Je pense que tu es en train de te tromper pour telle et telle raison. » Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis « Non, mais attends, pour qui tu te prends ?» Ou est-ce que je lui dis « Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Parce que aussi sûr de moi, aussi sûr, j'ai tous mes biais cognitifs. C'est-à-dire que je suis quand même qu'un homme ou qu'une femme et qu'à un moment donné, je peux être biaisée aussi par mes propres biais cognitifs. L'intérêt d'avoir l'avis de chacun des personnes de l'équipe, c'est que justement, je réduis les biais cognitifs puisque les autres n'ont pas les mêmes que moi. Et ça permet de voir la situation dans sa globalité. Les prises de décision en environnement incertain, elles se font de préférence dans la collégialité ou à minima avec l'écoute de l'avis de tous ceux qui sont concernés. Mais une vraie écoute, pas juste écouter pour dire non, finalement, j'ai raison. Écouter vraiment et puis ensuite prendre une décision. Donc, cette sécurité psychologique, elle est juste centrale, indispensable pour la situation que l'on vit. Et encore une fois, ce n'est pas une évidence de créer ça. Ce que tu dis, ça fait aussi penser à une certaine culture d'entreprise, parce que quand tu disais le droit à l'erreur, voilà, il faut que ce soit autorisé, et on est aussi dans une certaine culture finalement d'entreprise, de structure, qui nous autorise ou qui ne nous autorise pas à ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Est-ce que effectivement c'est acceptable? Est-ce que si je te dis que je vois les choses autrement, est-ce que en gros je me fais jeter ou est-ce que je suis écoutée? Est-ce que je suis même encouragée? Remerciée? Vous voyez, là c'est encore le stade suivant. Donc, on va effectivement clôturer l'aspect dimensionnel, la dimension émotionnelle en fait,
dans laquelle se trouvent tous les éléments que j'ai évoqués là. Alors, je ne sais pas Aurélie s'il y a des questions à ce stade avant que je passe sur la dimension rationnelle du coup de la confiance. Non. Non, c'est bon? Oui. Ok. Très bien. Alors, sur cette dernière dimension, le préalable étant qu'effectivement, la dimension émotionnelle soit vraiment basée sur des fondations solides, il y a évidemment les conditions de la confiance. Alors, c'est des choses qui vont vraiment vous parler, mais qui sont encore plus importantes dans cet environnement incertain. La vision partagée, ça paraît une évidence, mais est-ce qu'on sait dire qui nous sommes, notre identité collective, d'entreprise, d'équipe, et où est-ce qu'on veut aller? Ben, vous seriez étonné, hein, parce que moi, quand je questionne, avant même la crise, c'est pas toujours très clair. Il y en a qui me disent on est là pour faire de l'argent. C'est pas une vision partagée, ça. Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui va me donner cette vision partagée, en fait, pour reprendre le parallèle de la montagne? C'est je suis dans mon petit refuge bien au chaud, auprès de la cheminée, il fait bon, je suis confortable. Et en fait, on me demande d'aller gravir la montagne. Il fait froid, il y a la bourrasque, j'ai pas forcément. Là, il va falloir que. Voilà. Eh ben, est-ce que cette vision partagée qu'on me propose, est-ce que j'ai envie? Est-ce qu'elle me mobilise? Est-ce qu'elle correspond aussi à ce que je veux faire de ma vie? Si je fais un lien entre la raison d'être, le pourquoi nous existons, j'ai demandé à une des dirigeantes que j'ai croisées dans mes accompagnements si elle m'autorisait à faire référence à ça. J'aime bien faire un atelier avec les dirigeants, les managers. Ils se lèvent et je leur demande de nous partager leur raison d'être, pourquoi ils existent. Et je demande au groupe de se lever s'ils en ont des frissons, voyez, si ça me donne envie, vraiment, ça m'enthousiasme, ou si ça me fait rien et donc je reste assis. Et ben c'est très impactant cet atelier-là parce que dans 8 cas sur 10, les gens se lèvent pas. Alors, ils peuvent pas le faire avec leurs équipes parce que forcément, il y a une forme de loyauté qui fait que, mais quand je le fais de manière neutre avec des pairs, d'autres dirigeants, ils se lèvent pas. Et cette dirigeante nous avait dit, mais moi, en fait, ma raison d'être, ce qui a fait que tous les matins, je me lève, je me bats, etc., eh ben, je veux, en fait, remettre les femmes cabossées de la vie, je veux les remettre debout par le travail. Waouh, moi, franchement, ça m'a donné des frissons. J'étais emballée. Et ben, vous devinerez jamais dans quoi elle est, cette activité-là. Mais c'est sa raison d'être. Et en fait, c'est la société Andissois, donc elle m'a autorisé à donner le nom. Et c'est un atelier textile. Ils fabriquent les cravates en soie pour Hermès. Et ils embauchent, par définition, pas forcément que des couturières, quoi. Enfin, ils embauchent surtout des femmes qu'on a envie d'aider et qu'on a envie de remettre debout par le travail. Et j'ai trouvé ça, vous voyez, inspirant. Et j'ai envie de challenger tous ceux qui, voilà, c'est quoi votre raison d'être et en quoi elle peut me donner envie de sortir du refuge pour me battre, quoi. Sinon, je reste au chaud. Donc vraiment, c'est pas juste de la rhétorique, c'est des choses qui doivent vibrer. Et si ça vibre pas, ça va pas avancer, quoi. Donc encore plus que jamais, est-ce que dans l'entreprise et dans ce qu'on me propose et dans ma fonction, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui me fait vibrer moi dans ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et les jeunes, alors là-dessus, ils sont implacables. Si vous leur proposez quelque chose qui ne les fait pas vibrer et qui les ennuie, eh ben, ils vont partir. Donc, il y a aussi une question générationnelle encore plus forte. Donc là, c'était sur le volet vision. On pourrait en parler là encore très longtemps, mais il y a un deuxième volet, c'est les rôles et responsabilités de chacun. Ce que je vois, c'est est-ce que, effectivement, et notamment avec le télétravail, c'est-à-dire je suis en autonomie, je suis chez moi, quoi. Et est-ce que c'est clair ce qui est attendu, le travail prescrit? Est-ce que c'est clair ce que je peux faire ou ne pas faire, c'est-à-dire mon périmètre de prise de prise d'initiative? Est-ce que j'ai le pouvoir de le faire et donc la responsabilité qui va avec? Parfois, moi, quand je regarde des fois des organisations qui dysfonctionnent, c'est qu'on me demande de faire des choses, mais on ne me donne pas le pouvoir de les faire. Donc, en fait, on me met dans une forme d'incapacité à réussir, ce qui est très frustrant. Donc, est-ce qu'effectivement, on me propose
de réaliser une mission et on me donne les moyens de la réaliser. Donc là, c'est encore plus vrai quand je suis à distance, où la personne, elle va organiser ses journées et elle a besoin de savoir si elle peut prendre cette décision librement, sans avoir à vous en parler, etc. Ce qui fait qu'on ralentit tout. Elle est là la performance, hein. Elle est dans la clarté aussi des périmètres de chacun. Il y a les règles de fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fonctionne et comment comment on travaille ensemble, comment on travaille bien ensemble, comment on performe ensemble. Hier matin, j'étais avec un groupe. Une des problématiques, c'était, ben oui, mais dans nos webinars, enfin, quand on fait nos réunions en visio, il y en a qui sont toujours en retard, etc. Oui, donc la règle de fonctionnement, est-ce qu'on pose une règle de ponctualité et de respect? Et puis, qu'est-ce que tu fais quand la règle n'est pas respectée? Eh ben, je les attends. Bah oui, bah, si tu les attends, le pouvoir est dans leurs mains, c'est-à-dire, du coup, on fait attendre 8 personnes parce qu'il y en a un qui est en retard. Donc, quelles sont les règles qu'on pose? Les règles, effectivement, qui peuvent être toutes simples, hein. Les règles, ce n'est pas des choses compliquées. Donc, mais elles sont quand même à bâtir. Quelles sont les règles du télétravail? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est juste? Quelles sont les règles dans l'envoi des mails? Est-ce que je dois arroser la terre entière pour dire que je travaille? Ou est-ce que, justement, je n'ai pas besoin de ça? Comment on fonctionne? Est-ce que dans une des règles, c'est possible pour moi de dire à mon chef, je ne serai pas à cette réunion? Parce que je considère qu'en termes de priorité, je dois avancer sur ce dossier qui est urgent, prioritaire, et ma contribution à cette réunion n'est pas si importante que ça. Est-ce que c'est OK que je puisse le dire? Parce que si c'est pas OK, vous voyez comment là, je crée pas les conditions de la confiance et pour le coup, je crée pas de la performance. Donc, il y a tout ce qui tourne autour effectivement de cette question des règles. Est-ce que les objectifs sont construits conjointement? C'est-à-dire, est-ce qu'on m'intègre dans cette réflexion-là? Est-ce qu'on me propose de réfléchir à ce que je vais pouvoir réaliser ou est-ce que c'est imposé? Et puis, de plus en plus, effectivement, ces espaces de co-élaboration, des espaces où je fais avec, on discute ensemble. Aujourd'hui, cette culture de l'échange, un peu de débat contradictoire, on va dire, surtout quand on est dans des environnements à haut risque, est indispensable. Avoir un processus de prise de décision qui fait que tout le monde est d'accord. Et si on a un qui n'est pas d'accord, on regarde encore qu'est-ce qui le freine, qu'est-ce qui les bloque, justement ce maillon faible, qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas y aller? Vous savez que dans les équipes du RAID, vous avez 80% de personnes qui, de façon instinctive, vont agresser. Et ils mettent toujours 20% de personnes qui, de façon instinctive, vont fuir. Ce qui n'est quand même pas le principe du RAID. Mais ils les mettent dans l'équipe parce que ces personnes qui ne vont pas avoir le même comportement que les autres vont être particulièrement vigilants. Est-ce qu'on a pensé à prendre le gilet pare-balles? Est-ce qu'on a pensé à prendre tout ce qu'il faut pour, vous voyez? Donc, ils combinent toujours, hein. Il n'y a jamais 100% de gars qui vont défoncer la porte, quoi. Il y a toujours un 20% de gens qui préféreraient prendre la fuite quand même. Mais ils sont là et emportés par le groupe, ils y vont, vous voyez? Donc, c'est intéressant de jouer aussi les complémentarités. Donc, cet espace de collaboration. Et puis, ce dernier point de justice, qu'on peut appeler justice organisationnelle. Jean-François Berthelot, ce Canadien que j'aime beaucoup, en parle dans quelques vidéos. Est-ce que les environnements de travail, est-ce que c'est juste? Est-ce que le niveau de rémunération qui est le mien par rapport à ma contribution, est-ce que c'est juste? Est-ce que les prises de décision qui sont prises, elles sont prises avec des critères de choix de prise de décision qui sont les mêmes pour tous? Ou est-ce que c'est à la tête du client? Est-ce que le niveau d'information que l'on donne par catégorie de personnel, est-ce que c'est juste? Et là, encore plus qu'aujourd'hui, on est très, très attentif à la justice. Donc, voilà, j'ai envie de dire qu'on pourrait évidemment aller encore plus loin, mais l'heure tourne. En synthèse, j'ai juste envie de vous dire que plus que jamais, en fait, les équipes, elles ont besoin de vrais leaders qui soient à la fois inspirants, capables d'être solides dans la tempête et humains
dans l'acceptation de la vulnérabilité de chacun. La confiance est une question de posture, elle est en soi, elle est en chacun de nous, et sachons vraiment nous remettre en contact avec elle pour traverser cette période actuelle. Merci. Merci Suzanne, merci. Voilà, on avait aussi envie de vous laisser un peu d'espace pour poser vos questions, pour partager peut-être effectivement une idée force que vous gardez de ce webinaire, sachant qu'effectivement il y a beaucoup d'éléments et que c'est aussi une situation, j'imagine Suzanne, qui est en chemin parce qu'effectivement on peut pas avoir 100% j'imagine de partout par rapport à tout ce que tu nous as livré, donc j'imagine qu'effectivement c'est un cheminement et qu'on peut aussi parfois hériter de certaines situations difficiles, mais à partir du moment où on a les ingrédients de la recette, effectivement, ça peut nous permettre de rebondir et de se lancer sur la voie de la confiance. N'hésitez pas à partager une idée force, hein, une idée que vous gardez dans le chat. Aurélie se fera un plaisir de faire votre... Qui arrive. Alors déjà, un compliment, vraiment super ce webinaire, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, intervention très inspirante. Voilà, inspirante. Merci pour cette présentation très complète. J'adore vos diapos. Une intervention de très grande qualité, Suzanne. Voilà, merci. Vraiment, vraiment merci. Ça, c'est ce qui fait mon moteur, et de vous entendre me touche terriblement. Merci beaucoup. L'image du lionceau qu'on voit, Lyon m'a beaucoup parlé. Voilà la différence entre très très bien, très intéressant, très inspirant, ça revient. Et webinaire très juste. Cela redonne de la motivation et du courage, Suzanne. Ah, merci. Oui, vos propos sont justes et bons. Merci pour ces messages forts qui devraient être le socle des relations humaines dans les entreprises. Important, le socle. Ouais. À nous maintenant d'infuser ces idées dans les organisations. Et oui, la pratique. Merci. Il est possible d'avoir la présentation, donc ça, je répondrai un petit peu plus tard. Super contenu, super animation. Et je suis d'accord, c'est un cheminement. Merveilleuse intervention. C'est wouh! Voilà, là, je prends confiance en moi. Hein. J'avais des doutes, finalement. Suzanne, que pensez-vous de la problématique du non-dit au sein des équipes? Moi, je crois que c'est un vrai poison, le non-dit, en fait. Parce qu'il s'insinue dans les interstices, il se cristallise et au fond, il met tout le monde en grands inconforts, voire en impuissance de pouvoir faire ce qui est à faire. Le non-dit, c'est pas facile de le faire sortir. Justement, quand on le fait sortir dans des séminaires, alors plutôt de team building sur des équipes en crise, ce qui est important, c'est de créer un contenant extrêmement solide pour que ça puisse sortir. C'est-à-dire, ça ne sort pas si on ne sait pas créer justement les conditions de ce contenant extrêmement solide. Avec un premier préambule, c'est que ce que je vais te dire, quelque part l'autre doit s'engager à ne pas l'utiliser contre moi. Sinon, je ne dirai rien. Voyez? Donc, pour moi, les non-dits, c'est un vrai poison. Autre chose, des remarques, en fait. Il y a des personnes qui sont parties d'une entreprise où j'étais en souffrance vis-à-vis de tout cela, enfin, tout ce qui a été évoqué, Suzanne. Et une remarque également, ça aide beaucoup à comprendre pourquoi la personne s'est séparée de son président, enfin, de l'entreprise où elle était. Et dans le monde du sport, on parle souvent de compétences, de talent, d'organisation et jamais assez de confiance. Merci pour votre présentation. Existe-t-il des méthodes d'inclusion efficaces pour lutter contre ça par rapport au non-dit?
Oui, oui. Ce qu'on fait, par exemple, alors la méthode la plus efficace, elle n'est pas toujours très confortable, c'est que le leader montre sa vulnérabilité en premier. Si le leader est capable, et quand je dis leader, ça peut être le manager, le RH, il est capable de dire, comme ce leader dont je vous faisais l'écho, de dire là, je suis au bout, je suis cramé, je ne peux plus, aidez-moi. S'il est capable de dire ça, tout le monde est capable de dire où il en est vraiment. Donc, c'est dans l'exemplarité, c'est pas toujours facile, parce qu'en fait, souvent les leaders imaginent, en fait, c'est une de leurs croyances, qu'il faut qu'ils se montrent invulnérables, tout puissants. Et que si je me montre vulnérable, du coup, les autres vont pas avoir confiance en moi, ce qui est contre-intuitif, mais c'est tout le contraire. Autre chose, la difficulté est de garder ou d'acquérir ces compétences et cette confiance dans nos entreprises, dont la culture est trop contradictoire avec ses valeurs. Marc. Que faire lorsque un collaborateur a perdu toute confiance en sa hiérarchie et se refuse à faire de nouveau confiance, alors même que sa direction a changé et lui tend la main? Oui, ben, chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que du coup, retrouver confiance, c'est comme, c'est comme remonter les marches d'un escalier. Vous voyez, pour descendre, c'est facile, hein. Mais alors, pour monter, c'est marche après marche. Et ce qui va s'agir de faire, c'est que dans tous les items que je vous ai développés, c'est de poser des actes, des choses réelles, concrètes, qui se voient et qui petit à petit vont retisser de la confiance. Mais ça ne peut pas se faire rapidement. Dernier point, quelle différence ou quel lien entre le non-dit et le laisser-faire, entre parenthèses, ou faire avec? Ah, c'est très différent pour moi. C'est très différent. Le non-dit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui me pèse, que j'aurais envie de dire, mais que je n'exprime pas. Alors que le laisser faire, pour moi, ça peut être aussi une forme de confiance, c'est-à-dire que du coup, justement, par contre, de laisser faire, ça ne veut pas dire débrouille-toi sans cadre. C'est-à-dire, je crée le cadre, voilà, le périmètre de responsabilité, les missions, les prises d'initiative que tu peux prendre sans m'en parler. À quel moment tu dois revenir vers moi parce que passé ce stade, les enjeux sont trop importants, j'ai besoin que tu reviennes. Et une fois que j'ai défini ce cadre, eh ben là, je te laisse faire, quoi. J'ai confiance. Donc pour moi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis derrière laisser faire, parfois, ça peut être connoté négativement. C'est pas forcément le cas. Ça peut être de dire je te laisse faire parce que je te fais confiance. C'est pas le laisser faire, je te laisse faire parce que ça me gonfle, ça m'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. C'est pas, ça dépend ce qu'on met derrière, hein. J'ai un dernier complément et après merci pour votre intervention qui rejoint complètement en phase avec ce que je mets en œuvre. Là, donc en bonus, une notion utile. L'alliance et la confiance peut se mesurer au degré de frustration que peut supporter la relation sans exploser. Oui, c'est très juste. J'aime beaucoup cette phrase-là. En fait, c'est quel niveau de confrontabilité tu m'autorises d'avoir avec toi sans que notre relation se casse. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux te dire, jusqu'où je peux te dire, sans que effectivement notre relation soit altérée. C'est exactement ça. Merci. Bien, merci. On avait juste envie de conclure pour vous présenter une aide dont vous pouvez vous saisir pour justement remplir, vous aider dans ces différents défis RH. Donc, c'est un dispositif régional qui s'appelle donc Capital Humain Individuel.
et qui consiste à vous aider en termes de conseils, de coaching par rapport à une situation, par rapport à vos RH, par rapport à la conduite du changement, à la marque employeur, le recrutement, tout un tas de thématiques qui correspondent à des problématiques actuelles. Donc un accompagnement qui est pris en charge par l'Europe et la région. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Donc on est à disposition au niveau de toute la région, sur tous les territoires. Donc les chargés d'affaires RH d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises se tiennent à disposition pour vous aider, vous accompagner. Donc, on vous a remis les coordonnées de Suzanne, si jamais vous voulez poursuivre les échanges autour de la confiance, des RH. Et on voulait attirer votre attention sur quelques actualités de l'agence. Donc, le 2 décembre prochain, nous organisons les rencontres de l'entreprise avec un sujet autour de l'incertitude et des témoignages d'entreprises pour savoir un petit peu comment elles ont fait, comment elles ont géré. Le 3 décembre, énergie pour l'industrie, tout ce qui est préoccupation environnementale. Un prochain webinaire RH autour du digital le 8 décembre. Et nous sommes partenaires du salon Cadre Compétences APEC si vous avez des projets de recrutement. Il me reste à vous remercier chaleureusement d'avoir assisté à ce webinaire, en espérant qu'il vous aura été utile, mais au vu des commentaires, je pense qu'effectivement, ça a été très utile. Merci Aurélie, merci Suzanne, et puis à bientôt pour d'autres. Merci à vous tous. Belle journée. Au revoir à tous. Au revoir. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.